J'ai la lourde tâche, effectivement, de parler de la dernière étape de cette présentation, à savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de projets impossibles, comment ça marche, ce qui marche pas, à partir d'expériences que j'ai eu la chance d'avoir récemment dans ce champ-là. Et effectivement, donc c'est une tâche pas facile, surtout après mes deux prédécesseurs. Je vais essayer de réorienter un peu le tir, justement, pour essayer de comprendre ce qui peut être en lien ou non avec ce qui pourrait ressembler, c'est vrai, à des résurgences du futurisme. Ce n'est pas ma position, vous allez le comprendre. Je pense qu'on est dans une vague, au contraire, où effectivement les avant-gardes se sont peut-être déplacés des champs artistiques vers des champs de la création, au sens large, peut-être vers le champ économique aussi. Et s'il devait y avoir une analogie littéraire, peut-être, quelque chose comme ça, je pense qu'on est à l'étape de vivre peut-être un rapprochement qui est plus proche de celui du réalisme magique que du futurisme. Et puis je vais aussi avoir donc la lourde tâche de te suivre, Jules, et d'essayer de poursuivre donc, ce que tu nous as permis d'entrevoir ici. Et comme toi, donc, je vais essayer de dire pourquoi est-ce que c'est des sujets qui m'intéressent à titre personnel. En fait, ça part, je pense, d'une histoire d'enfance un peu bizarre. C'est que je ne voyais pas très bien, toujours pas d'ailleurs, quand j'étais petit. Et en fait, j'avais la chance donc, de grandir, je croyais, en Espagne, dans le sud de l'Andalousie, près de Serramar, sur un bord d'une route, très près d'un château hallucinant, quoi, bleu, extraordinaire. Et tous les soirs, je regardais avant de me coucher un château genre qui crachait des nuages. Et je voyais les nuages apparaître dans des formes extraordinaires qui produisaient des animaux fous. Et j'imaginais, ou je voyais en tout cas, que ces animaux commençaient à prendre vie sur le toit d'une colline pas très loin. Et j'avais juste envie d'y aller pour voir ce qu'il en était vraiment et ce qui se passait. Le problème de tout ça, je pense que vous vous en doutez, c'est que mon père, ce super-héros, m'a expliqué que ce château bleu, en fait, c'était une usine de ciment qui, en fait, là où je pensais voir effectivement des chevaliers bleus qui, toutes les 8 heures, avançaient et fièrement rentraient dans leur nouveau château, c'était en fait des ouvriers qui travaillaient sans avoir aucune envie d'y aller, et qu'il y avait une sorte de décalage quelque part que je subissais par rapport à ce que c'est vrai, j'avais envie de voir ou ce que je croyais, et ce qui se passait réellement, quoi. Le fait est que, peut-être un peu par défi, peut-être parce que c'était impossible, j'avais un peu promis à mon père ce jour-là qu'en fait il y avait deux réalités qui tout simplement coexistaient et qu'il fallait simplement essayer de croire qu'on pouvait essayer de transformer cette usine en château, quoi. C'est pas évident, mais l'été dernier on a monté un programme avec la ville qui consistait à proposer à tous les enfants des écoles maternelles de dessiner ce à quoi ressemblaient pour eux les nuages. Et on a fait une exposition à l'intérieur, qui n'est pas terrible pour l'instant, de toutes les images qu'on va avoir, qui est une première étape de transformation. Alors rien de technologique, vous allez me dire, mais c'était un petit peu cette espèce de conviction qui n'est pas tellement futuriste du coup, qui est que notre monde juxtapose des possibilités et que parfois il suffit collectivement, justement c'est vrai, y croire ensemble pour transformer des futurs probables vers des futurs préférables, si tant est que celui-ci le soit. Donc vous avez compris, moi je suis assez, comment dire, pas optimiste ou technophile, mais voilà, j'ai un peu la conviction que nous vivons au cœur d'une époque totalement fascinante, exaltante par ses possibilités nouvelles, et c'est vrai aussi paralysante devant l'étendue des défis qu'on a enfin identifiés, que l'on identifie enfin, et qui nous rattrapent. À bien des égards, je pense qu'on est un peu les rois des pays pluvieux de Baudelaire, riches mais impuissants et jeunes et pourtant très vieux. Et du coup, mon pari, c'est de croire que pour sortir de notre spleen contemporain, il faut renouer avec la magie, il faut voir que le monde change et croire que c'est à nous de l'orienter pour le faire ensemble. Et alors, il y a cette... Ça peut paraître un peu bizarre. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Lorenz qui explique qu'en fait, on rêve tous simplement de manière différente. Et qu'il faut effectivement réussir à identifier ou à devenir ces hommes dangereux qui rêvent les yeux ouverts pour essayer de les rendre tout simplement possibles. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Sans doute que pour s'affranchir des barrières que l'expérience dresse sur les bords de notre route, une route qui paradoxalement se rétrécit à mesure qu'on accélère sur elle, je crois en fait qu'il faut redevenir enfant, retrouver l'audace d'imaginer librement, de laisser ses intuitions diverger avant de faire tout simplement rentrer notre esprit rationnel convergent. Imaginez librement pour construire donc collectivement, partir loin dans le temps pour revenir et orienter le futur à bâtir. Et alors,
je vais justement avoir l'occasion là de vous donner quelques exemples assez concrets en fait, d'initiatives entrepreneuriales, associatives sur ces sujets-là, pour lesquelles j'ai la chance de participer. Et je me suis pris au jeu en fait, récemment d'essayer de monter une forme de méthodologie d'appréhension de ce que peut être un épaississement du futur, du présent, traversé par le futur. L'idée étant de se demander comment est-ce que dans un premier temps on peut tenter d'imaginer librement, effectivement des travaux qu'on mène avec Jules justement sur ces réflexions de l'impossible, et après quelles peuvent être les formes d'étapes, simplifiées bien sûr, on va voir là, de construction d'un présent très proche, en fait un présent prime, qui aurait été connu par l'expérience des futurs imaginés précédemment. Et alors, ça me permettra ensuite justement de vous expliquer un petit peu les différences de 3 sujets sur lesquels je vais insister, qui sont effectivement donc la Fondation X-Prize, qui monte des prix dans le monde entier pour résoudre des challenges mondiaux, en faisant le pari justement de la compétition, de l'intelligence collective. Un autre projet, cette fois précis, où on va se concentrer sur Hyperloop, de voir comment justement un rêve qui a été là depuis en fait 3 siècles commence à émerger, encore une fois, par des effets d'intelligence collective, par des effets aussi d'interdisciplinarité essentielle. Et enfin, j'aborderai un sujet qui m'est cher en ce moment, qui est la question de la construction de l'architecture de villes spéculatives sur Mars. Et de comprendre comment aujourd'hui on peut non seulement préparer des départs, mais transformer aussi notre manière de se comporter sur Terre aujourd'hui à partir de ces raisonnements spéculatifs. Alors, pour ce schéma assez simple, hein, encore une fois, je pars d'un concept sur lequel on est à peu près tous d'accord pour commencer après à construire des choses un peu bizarres. Mais là-dessus, je pense qu'on se rejoint tous. Donc, l'idée, ça va être de se demander comment est-ce qu'aujourd'hui, le futur, en tout cas, notre conception du temps se construit, pas tant d'un point de vue physique que l'impression, en tout cas, l'idée qu'on projette dessus. Et donc, voilà, la forme d'un temps linéaire, je pense, sur laquelle on est tous à peu près d'accord, est remise en cause, en fait, par un certain nombre de chercheurs. Aujourd'hui, notamment par Arman Avanesian, qui est donc un philosophe allemand, qui explique donc dans sa conception du speculative time complex que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous construisons notre présent à l'aune du futur, c'est-à-dire que chaque élément que l'on produit aujourd'hui est réalisé en anticipation de ce qu'il pourrait advenir. Ce qui est en quelque sorte un schéma dans lequel on pourrait se retrouver totalement paralysé. Il donne des exemples technologiques qui poussent ces sujets. Les éléments autour des algorithmes prédictifs en sont un. Les fantasmes de Philippe Cadic autour des cellules pre-crime qui commencent à apparaître donc, à Tokyo, à Los Angeles, en sont d'autres. Donc, des cellules qui peuvent maintenant permettre, grâce à la donnée massive, d'identifier des lieux où il y aurait présupposément plus de risques. Et voilà, d'une certaine manière, l'impression que le temps, désormais, découle du futur. L'impression que le présent que l'on vit aujourd'hui est totalement assiégé par des possibles qui ne sont pas encore réalisés. Alors, si jamais on poursuit dans cette logique, l'idée c'est qu'il y a une sorte de concomitance aujourd'hui du présent et du futur. Ce n'est pas l'espèce de grande vague de communication que l'on connaît aujourd'hui autour de toutes ces idées voilà, the future is here, the future is now, toutes ces pubs autour desquelles on est envahi, qui nous feront mentir, parce que justement on a peut-être du mal à projeter un futur qui serait probable, tant l'accélération des technologies nous perd dans le présent. Alors, essayons du coup de repartir, là pour le coup, pour le schéma que je vais vous proposer, pour le modèle sur lequel je travaille avec ces entreprises et ce sur quoi j'ai justement monté des workshops cet été en Californie, c'est de se dire, on va partir d'un point central qui ne va plus être le présent mais le futur. On ne va plus considérer une forme temporelle linéaire, mais une forme des possibles qui est donc, elle, de l'ordre voilà, d'ordonner, si vous voulez. L'idée sera de se demander, bon, on vit une époque qui apparemment juxtapose des possibles qui sont positifs, négatifs en termes d'impact sur la société. On parlera pour simplifier d'utopie et de dystopie, puisque sur le cadre en gauche, on va se concentrer donc sur notre imagination. Un réflexe consisterait à vouloir reposer le présent quelque part pour mieux voir ce qui est en train de se passer et du coup regarder le présent comme on le placerait dans l'orbite du passé en quelque sorte. Et la logique voudrait que l'on tente d'extrapoler ce qu'il s'est passé récemment dans le passé récent, avec des théories très simples d'ailleurs d'horizon scanning, de voir ce qui se passe auprès de l'innovation aujourd'hui dans le présent pour tirer un fil, un cône probable, tel que le monde pourrait en tout cas exister dans quelques années dans un futur proche. Bon, donc, l'idée, vous le voyez, ça va être d'essayer, à partir
certaines réflexions, de se demander comment est-ce qu'on va pouvoir définir, rejoindre donc les extrêmes de ce schéma. Et donc, de ce futur probable qui ne nous intéresse pas, parce que justement l'extrapolation ne marche pas au moment où on pense qu'il y a plusieurs futurs qui sont possibles et plus un futur singulier, ça va être d'essayer de comprendre comment est-ce qu'en resituant le présent, on va pouvoir regarder plus loin. L'idée, donc, c'est d'être capable de regarder tous les futurs. C'est un schéma, en fait, qui a été proposé assez tôt. L'idée de travailler par cône, par donc, Clément Bézol, qui est un futuriste fondateur de l'Institut des futurs alternatifs, pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin qu'un cône probable, comment est-ce qu'on peut se projeter dans des éléments qui sont de l'ordre des possibles, en fait. Et parmi les possibles, effectivement, il y a des futurs qui vont être plus proches du probable, qui sont plausibles, et il y a des éléments en pointillé qui vont chercher cette fameuse limite avec l'impossible pour essayer finalement de comprendre la manière dont nos futurs se construisent. Essayer donc de les regarder tous, tenter de raconter les futurs possibles, c'est-à-dire les utopiques pour tenter de les construire, mais aussi les dystopiques, ce qui nous intéressera aussi, pour voir comment est-ce qu'on peut progressivement tenter de les appréhender, de les prévenir. Ça part aussi d'une idée très simple, cette espèce d'importance des futurs qui vient notamment d'un penseur comme William Gibson, qui explique qu'en fait le futur est là, c'est vrai, depuis un moment, que l'horizon des science-fiction se réalise devant nos yeux à un rythme accéléré, mais que le futur est très mal distribué en fait. D'un point de vue géographique, c'est quelque chose d'assez évident. D'un point de vue sectoriel également, c'est-à-dire que l'accélération profite peut-être toujours au même endroit et qu'il s'agirait de comprendre comment est-ce que ce fameux cône probable pourrait être orienté vers des futurs qui sont préférables à tous. Et là, l'idée, c'est justement de pouvoir définir, en quelque sorte en faisant une mesure d'impact spéculative, quel est le cône vers lequel on veut tendre, quelle est en fait l'histoire, le scénario qui nous intéresse pour nos futurs communs. L'idée pour tous ces scénarios, ce sera la même, très simple, c'est de commencer en libérant totalement notre imaginaire avec la seule contrainte de démarrer ces scénarios par « et si ». C'est le « what if scenario », c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce monde. Et si finalement tout changeait, qu'on se place dans des champs impossibles, ou alors qu'on reste dans des sujets plus proches du probable, mais qui seront peut-être plus faciles et plus immédiats à réaliser. Voilà donc pour la partie, le cadran gauche, un petit peu si vous voulez, qui est en quelque part une méthode simplement très simple pour essayer d'imaginer le plus librement possible, notamment aussi grâce aux éléments, aux outils que nous fournit Jules, et de se demander, voilà, dans ce cadre, qu'est-ce que j'ai envie d'imaginer de meilleur et de pire. Ce qui va être intéressant ensuite, en fait, c'est de revenir au présent. C'est de comprendre que ce que l'on fait, c'est plus un schéma passé, présent, futur, c'est vraiment la compréhension d'un premier présent au moment où on réfléchit vers la construction d'un futur ou d'un présent préférable par la compréhension des futurs qu'on aura eu au préalable. La question, ça va être donc de savoir comment est-ce qu'on va réaliser le futur préférable, quelles sont les étapes rétrospectives de sa création, en reverse thinking vraiment, et de l'autre côté aussi, quels vont être les éléments fondamentaux pour empêcher, ou en tout cas prévenir, des éléments dystopiques, quelque part. Ce qui va être intéressant de voir, donc vous voyez, il y a une séparation en fait, qui est couplée pour chacun des triangles. Une qui est effectivement de l'ordre, je disais, rétrospectif, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelle va être l'étape 3 avant de chercher à comprendre l'étape 1. Mesurer l'écart en fait, que l'on a entre notre futur préférable et notre présent. Essayer de comprendre quels sont les éléments technologiques qui vont nous manquer, les éléments finalement aussi sociaux, les mentalités qu'il faudra peut-être essayer de faire évoluer pour parvenir à ces schémas. L'idée aussi, c'est de pouvoir, quelque part, construire aujourd'hui avec des champs que l'on va être capable d'identifier. Par exemple, on identifie plus souvent cette zone importante et grande comme le premier élément dont parlait également Rostow sur les 5 étapes de la révolution industrielle, qui fait toujours un petit peu école sur ces sujets, de dire que la première étape avant d'amener une transformation finalement très importante, une rupture, c'est de travailler sur les mentalités des gens, sur la façon dont on a de concevoir même l'innovation, de réfléchir effectivement de manière différente. Une deuxième étape est donc plutôt souvent identifiée comme une étape technologique, et la troisième est plus organisationnelle. Pour vous donner un exemple, et en fait, en gardant un petit peu ce schéma en tête, ça permettra peut-être de mieux insérer les exemples que je vais proposer après. Vous allez voir que le sujet que je vais vous proposer sur Mars, en fait, est exactement dans la phase 3. C'est-à-dire que l'idée est de réaliser vraiment du design de l'ordre de la spéculation, de ne pas porter en fait, d'importance aux étapes 1 et 2 qui viendront après,
et de commencer à travailler la création de villes martiennes alors qu'on n'est toujours pas sur Mars. Et ça, c'est des éléments en fait, qui permettent, on le verra, non seulement d'accélérer en quelque sorte la technologie, c'est vrai, mais aussi de mieux comprendre des éléments présents. La deuxième étape, un deuxième axe qui consisterait pour le coup à essayer, qui existe aussi du coup, qui consisterait à se concentrer sur cette étape-là, à l'étape 1, aurait pour objectif de se demander quelle peut être la première étape aujourd'hui en 2016 d'un futur qu'on aurait identifié comme préférable pour 2050. C'est un travail qu'on va mener dès demain avec plusieurs écoles, dont l'ENS, mais HEC, les mines de Paris, les Arts Déco et beaucoup d'autres écoles, sur une réflexion sur le futur des objets connectés. Ce qui va leur être demandé, c'est d'imaginer pour 5 grandes entreprises françaises l'horizon en 2050, 2100, 2150 de ces industries, être capable d'identifier leur futur préférable pour finalement définir aujourd'hui quelle peut être la première rentrée sur le marché, concrètement, d'un objet qui va orienter les futurs de probable à préférable. Voilà, ça pour le coup, c'est un projet qui se concentrerait sur l'étape 1. Alors, comment est-ce qu'on pourrait arpenter finalement sous forme un petit peu de vaisseau, on parlait de triangle tout à l'heure, ces éléments, comment est-ce qu'effectivement, comme disait Jules, on peut essayer de penser de manière plus originale, d'imaginer en rupture. Il y a donc, dans la littérature, c'est vrai, cet élément très clair de dire qu'il s'agirait d'abord, pour la première étape, le vaisseau du présent actuel en quelque sorte, la nécessité de penser dans l'antidisciplinarité, c'est-à-dire de pouvoir associer effectivement des artistes, des ingénieurs et des entrepreneurs sans même mentionner en quelque sorte leur origine, leur appartenance scientifique pour qu'ils puissent chacun penser librement et effectivement éviter des effets de fixation dont parlait Jules. Ensuite, l'importance du vaisseau final en quelque sorte qui définit le présent prime, celui sur lequel on a envie de s'installer. C'est le moment où on se rend compte qu'on rentre effectivement dans la multidisciplinarité, que chacun travaille dans des champs complémentaires et qu'il s'agit peut-être d'identifier aussi des potentiels, des connaissances qui nous manquaient à l'origine pour pouvoir augmenter nos équipes. Alors voilà, maintenant je vais rentrer un petit peu dans le détail de 3 exemples donc, qui pourront encore une fois s'intégrer sur ce schéma. Le premier, en fait, je tenais à commencer par là parce que je pense que son slogan correspondait parfaitement à la conférence du jour. C'est donc la fondation X-Prize qui a été montée donc, en 91 par Peter Diamandis à Los Angeles. Alors, X-Prize, concrètement, c'est une fondation qui veut apporter des percées radicales pour le bienfait de l'humanité. Le moyen de le faire est extrêmement simple. Ils identifient des problèmes auxquels l'humanité dans son ensemble fait face. Et l'idée est de pouvoir générer une émulation collective planétaire pour permettre de résoudre ces problèmes. Ils font donc le pari également de l'intelligence collective. Ils font le pari du brainstorm aussi à l'échelle d'Internet, puisqu'à chaque compétition, donc un appel est lancé et des équipes du monde entier, en moyenne plus de 1000-1500 équipes, formées d'entrepreneurs, d'étudiants, de start-up ou de grands groupes même parfois, candidatent pour résoudre un des problèmes que la Fondation X-Prize aura identifié et pour laquelle il monte un prix entre 5 et 50 millions de dollars avec une très grande entreprise. L'idée qui est derrière tout ça, c'est de repenser en fait la manière que l'on a de concevoir la compétition. Il renoue en quelque sorte avec une définition qui s'éloigne certainement de notre compréhension contemporaine comme terme de rivalité. Et ils expliquent que la compétition viendrait plutôt vient du latin cum, avec, et petere, chercher. Donc chercher à avancer ensemble, chercher à explorer des possibles, mais toujours sur des efforts d'intelligence collective, en jouant sur les ressorts de motivation finalement humaine, le jeu, la quête du gain. Alors, pour vous donner un premier exemple, le premier prix X-Prize, l'Ansari X-Prize, c'est un prix pour un vol suborbital qui a donc été réussi avec succès en 2004 et qui a mis en compétition différentes équipes pour la construction via des moyens privés d'un aéronef spatial. Donc c'est Burt Rutan qui a gagné le prix le 4 octobre 2004 et qui a donc remporté une récompense de 10 millions de dollars qui a surtout démarré en fait une industrie, celle de Richard Branson avec Virgin Galactic qui propose donc de démarrer un tourisme spatial depuis plusieurs années et qui se base sur 7 premières inventions. Donc la démonstration en fait, de la réussite de cet appel à projet gigantesque
a été la création d'une nouvelle possibilité économique finalement. Quelque chose que l'on pensait non seulement réservé à des organisations publiques, mais aussi pour le plus petit nombre d'entre nous, à savoir de futurs astronautes. L'idée du prix, en fait, ce qui est très intéressant, elle a été conçue donc, par Peter Diamandis d'après le modèle du prix Orteig, en fait, qui lui était bien antérieur, qui offrait en 1919 la récompense de 25 000 $ à celui qui réussirait le premier vol sans escale entre Paris et New York. Et ce prix, donc un X-Prize avant l'heure, a été remporté par Charles Lindbergh en 1927 et effectivement, lui aussi, à une échelle donc bien plus importante, révolutionna complètement l'industrie de l'aviation. Alors, il y a quelques semaines, il y a eu donc une version méta d'X-Prize, c'est-à-dire que pour voter les prix suivants, en quelque sorte, on réalise une compétition de plusieurs prix entre eux pour voir lequel sera le prix de l'année prochaine, etc. Un des prix qui a remporté cette possibilité, je trouvais particulièrement intéressant par rapport au schéma, c'est de proposer, donc avec ANA, qui est une compagnie d'aviation japonaise, de proposer la création d'avatars qui mettraient fin au transport. L'idée pour ANA, c'est de s'imaginer effectivement un monde dans lequel peut-être un jour, nous n'aurions plus besoin de voyager. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent à ce moment-là pour cette compagnie d'aviation? Ils préfèrent anticiper le moment où peut-être on sera capable d'avoir un avatar dans chaque pays qui ressentira, aura l'expérience de ce que l'on désire en les dirigeant donc, sur des moyens que vous pouvez voir comme ça, de manière finalement pour l'instant assez encombrante, mais qui progressivement, en mettant en compétition donc, des centaines d'équipes dans le monde pour un prix de 22 millions de $, pourrait donner vie à quelque chose d'absolument extraordinaire qui serait pour ANA une autre réalité des transports, l'idée, comme il l'appelle, du limitless travel. Alors, donc voilà, sur X-Prize, je voulais vraiment insister sur l'idée de cette réalisation d'intelligence collective par une compétition. L'idée aussi que ces problèmes qu'ils identifient, ils cherchent à chaque fois à mettre en regard des solutions technologiques qui ne sont pas toujours en fait, employées là où, selon eux, elles devraient l'être pour des sujets de société importants, et essayer d'orienter en tout cas ce qu'ils considèrent comme des futurs probables. Un autre sujet donc, sur lequel je voulais justement parler un peu plus dans le détail sur un projet spécifique. Il s'agit donc d'Hyperloop, que j'ai la chance d'avoir rejoint cette année. Là encore, en fait, c'est un nouvel exemple d'intelligence collective vers un projet qui est, pour le coup, depuis des siècles, de l'ordre de l'impossible, mais qui était dans l'esprit humain depuis 1799. C'est ce qui me fascine totalement. Alors, je vais vous proposer une vidéo, j'espère que ça va marcher, du coup, parce que je... un peu... I have a name for it, which is called the Hyperloop. Imagine a capsule filled with people, right? You put this capsule inside the tube. You create a low-pressure environment inside the tube. So you have no resistance. And it's moving very fast from point A to point B. Capsule, very similar to an airplane that goes in high altitudes, can travel really fast with very little energy. Is the main trick to it the vacuum and the fact that there's no friction? Is that the main reason why it makes it so fast? Tesla founder Elon Musk proposed this new technology called Hyperloop, and it's being developed right now in Playa Vista, here in this hangar behind me. Company Hyperloop has teamed up with the students to create this tube technology that's designed to connect cities up to 400 miles apart. So when Elon published the document, he just drafted a possible way to achieve this. 2 months later, my business partner, Dirk Alborn, took this document, published in our website, Jumpstart Found, and did a call to action. So, how are we doing this? We want you all to join the Hyperloop movement. And we have been like overwhelmed of requests from engineers from all over the planet. There were people from, NASA, Tesla, SpaceX, Boeing, MIT. We want to give our community that's supporting us the possibility to own parts of the company. So we are creating the biggest crowdsourcing project in the planet. The company says it already has several potential investors and wants to take Hyperloop to China in the future. You have to consider that the Hyperloop is not a new idea. Humanity tried to build this system several times in the past.
The race is on. Elon Musk's vision for a high-speed passenger pods known as the Hyperloop is one step closer to becoming reality this morning. One of the known companies competing to capitalize on Musk's proposal, announcing today it has struck a deal with landowners in Central California to build the first full-scale Hyperloop along a 5-mile stretch along I-5. We designed a system that is not only fast, but it can actually produce more energy than it consumes. It will change the way we live. It's possible today, it's based on existing technologies, and it's the right time, it's the right moment to finally get something doing like this. In 30 years' time, will you and I be sitting on our rocking chairs going, well, we talked about it then, and he did it? Voilà, un exemple vraiment concret d'une réalisation, encore une fois, qui est en fait dans la tête de l'homme depuis très longtemps, on va le voir ensemble, et qui aujourd'hui prend vie sous les formes les plus utopiques qui puissent exister, avec ce mouvement, puisqu'il le considère vraiment comme un mouvement, Hyperloop encore plus que comme une entreprise. Je vais entrer peut-être un petit peu dans le détail de ça avec vous. Alors effectivement, c'est un projet qui a été lancé en 2013 par le célèbre entrepreneur Elon Musk, qui est donc le fondateur, cofondateur de PayPal et dirigeant aujourd'hui de SpaceX, Tesla, OpenAI et SolarCity. Donc un entrepreneur qui est souvent comparé à Iron Man. Et il le définit en fait d'une manière très intéressante aussi, parce que par rapport à ce que tu disais Jules tout à l'heure, c'est l'idée qu'il ne faut pas comparer Hyperloop à un moyen de transport existant. C'est ni un train, ni un avion. Il explique vraiment que c'est un 5e mode de transport, à côté donc, des bateaux, des avions, des voitures et des trains. Une révolution technologique énorme, puisque le but est donc de transporter des marchandises et des hommes à la vitesse du son, d'être capable donc de relier, par exemple, et c'est l'exemple le plus connu étant donné l'origine géographique du projet, donc capable de relier Los Angeles à San Francisco à 1200 km/h en à peu près 32 minutes. Ce qui est totalement fascinant, je trouve, sur ce projet, c'est d'abord qu'il existe depuis longtemps et qu'en fait, il agrège des technologies existantes. Il y a en fait assez peu d'innovations totalement radicales qui sont en fait nécessaires à la création, à la mise en œuvre, à l'installation du projet. Et alors, la manière dont effectivement le projet est mis en œuvre est tout à fait révolutionnaire pour cela. Alors, il existe depuis longtemps. En fait, dès 1799, l'inventeur anglais George Medhurst crée un système de transport de biens dans des tubes. 10 ans plus tard, il écrit un livre sur la possibilité d'utiliser ce même moyen de transport en fait, pour des hommes. Un siècle plus tard, l'ingénieur américain Robert Goddard imagine un système lui aussi très proche de l'Hyperloop. Et en 1981, le physicien Gerard O'Neill écrit un livre sur le siècle à venir, 2081, une vision d'espoir pour le futur de l'humanité, c'est le titre du livre, et il imagine donc des trains transcontinentaux qui utilisent la propulsion magnétique. Ce qui est intéressant de voir, et il y a beaucoup d'autres exemples en fait sur ces siècles, c'est qu'à chaque itération du projet, de l'idée, il manquait un élément pour sa réalisation globale. Un élément qui était très souvent de l'ordre des mentalités liées au progrès des technologies qu'on assimilait mal. Et notamment, on pensait, avant l'arrivée de l'aviation d'ailleurs, qu'il était impossible pour le corps humain de résister biologiquement à un déplacement supérieur à 100 km/h. Du coup, tous ces projets étaient gentiment mis de côté. Un sujet aussi, c'est vrai, parfois de blocage technologique, de goulets d'étranglement qui ont sauté peu à peu au fil des siècles. Et aussi, étant donné l'ambition folle du projet, un problème de moyens, notamment à New York, où le projet a failli exister dans son format souterrain, mais qui n'a pas vu le jour donc, au début du XXe siècle, faute d'investissement. Le deuxième élément que je trouve extraordinaire, c'est que justement l'identification du problème fondamental à la réalisation de ce projet tient à l'intelligence collective. C'était la possibilité de la mise en œuvre, en tout cas, que la possibilité de la mise en œuvre du projet dépendait principalement d'un effort collectif tendu vers ce qui était impossible, en tout cas impossible, il fut un certain temps. C'est la raison pour laquelle le CEO de cette compagnie, donc Dirk Ahlborn, a démarré le projet sur une plateforme de crowdsourcing, le Jumpstart Fund, sur laquelle vous pouvez poster vos idées et une communauté va, en quelque sorte, vous aider, vous accompagner, demander même à participer directement à l'aventure. Le projet a donc fait un buzz gigantesque. Dans le monde entier, des milliers de personnes ont participé, cherché à donner leurs idées. Et l'ambition d'Hyperloop Transportation Technologies,
c'est de parvenir à garder cette structure agile de gens qui sont sélectionnés pour participer au projet en fonction de leurs compétences dans plein de domaines. Il y a 50 équipes totalement différentes, principalement en ingénierie, mais dans d'autres sujets forcément également. Et d'essayer de conserver cette ouverture, de construire quelque part le moyen de transport du futur par un mode de travail du futur. Alors, très concrètement, qu'est-ce que c'est Hyperloop Transportation Technology crowdstorm sa masse de travail. Ça veut dire que tous ceux qui travaillons avec Hyperloop doivent travailler 15 heures par semaine et garder en fait une occupation principale en quelque sorte à côté. L'idée qui sous-tend tout ça, c'est le never focus, c'est de prendre des gens qui sont experts de domaines dans lesquels justement ils continuent de se faire leur expérience, qui pourront certainement créer des déblocages à l'échelle individuelle de leurs propres idées pour poursuivre ce projet prétendument impossible. C'est donc une pratique effectivement de l'interdisciplinarité individuelle en quelque sorte, qui est extrêmement bien incarnée aussi donc par le CEO Bebop Gresta, que vous aviez vu également à l'image, puisqu'il est lui-même en fait ingénieur, qui se retrouve à la tête de compagnie informatique quand il avait 18 ans, et qu'il est progressivement devenu une star dans la musique en Italie avant d'investir dans des roller coasters en Angleterre. Donc, une carrière absolument dingue qui montre que finalement il y a des possibilités à l'échelle individuelle parfois de connaître plusieurs expériences qui vont mener à la réalisation de projets aussi complexes et complets. Voilà, alors plus précisément, mais on pourra en discuter plus tard pour ceux que ça intéresse. L'idée aujourd'hui, c'est que tous ceux donc, qui travaillent avec Hyperloop n'ont pas de salaire, mais ont des parts de la société pour vraiment nous forcer à pousser justement le sujet le plus loin vers l'impossible. On rejoint aussi la question quelque part de l'incentive qu'on avait chez X-Prize, de se demander comment est-ce que ça peut nous intéresser à titre personnel de viser quelque chose d'aussi fou. C'est pour ça qu'effectivement, finalement, tout le monde travaille évidemment beaucoup plus que 15 heures par semaine sur le projet. Donc aujourd'hui, pour conclure sur Hyperloop, ce ne se définit pas comme une entreprise, mais vraiment comme un mouvement, avec une vraie pratique de l'innovation ouverte, effectivement, et qui cherche à diffuser un rêve, celui de tuer la distance et de rapprocher le monde de lui-même. Voilà un petit peu le futur préférable, du coup, qui est visé étape par Hyperloop. Le dernier exemple que je voulais donner, en fait, nous fait passer quelque part du moonshot dont on parlait un petit peu, c'est-à-dire la capacité de viser des projets dont on n'est absolument pas certain qu'ils aboutiront, de viser des choses sans en avoir les moyens techniques au moment donné. Là, ça nous fait passer un petit peu du moonshot au Mars shot, comme ils disent beaucoup là-bas. C'est porté par une initiative formidable donc, de Vera Muliani, qui est une architecte basée à Los Angeles, qui a monté un think tank, une entreprise qui s'appelle Mars City Design, qui définit, comme je vous le mentionnais un petit peu tout à l'heure, des conditions de vie heureuses sur Mars. Le parcours, encore une fois, de cette personne est très intéressant. Elle est donc architecte, mais elle a toujours cherché à s'affranchir des contraintes physiques terrestres pour véritablement pouvoir libérer son imaginaire. Elle était finalement, quelque part, un petit peu lasse des mêmes contraintes à chaque fois qu'on devait construire un bâtiment. Elle a cherché à tester autre chose et à libérer son imaginaire, mais pour un objectif qui est progressivement devenu extrêmement réel, étant donné donc toutes les initiatives américaines qui ont lieu en ce moment autour de la prochaine occupation de Mars, dit-on, dans les 10 années à venir. Là encore, donc, le procédé par lequel Mars City Design fonctionne est assez proche. Donc, c'est encore une fois un appel à projet pour des compétitions internationales, chaque année sur des thématiques différentes. Le but étant de se demander comment est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer effectivement l'étape 3, pas l'étape 1, celle qui est la plus éloignée de nous, à savoir ne pas survivre sur Mars, ne pas aller sur Mars même, mais comment est-ce qu'on pourra s'y épanouir, vivre et s'aimer sur Mars. C'est véritablement la logique qu'elle insuffle au sein de son groupe d'architectes et d'astrophysiciens. Quelque part, ce qui est tout à fait passionnant, je vais vous montrer quelques projets en même temps, et encore une fois, si vous souhaitez en parler plus tard, ce serait avec grand plaisir. La dernière compétition s'est terminée cette année, il n'y a pas longtemps, qui était parrainée par Buzz Aldrin, donc, qui est quand même allé sur la Lune, et qui maintenant veut aller sur Mars à 86 ans. Mais voilà, donc, je vous montre des projets qui ont été primés, du coup, je vous en montrer 3 différents, et on parlera avec plaisir. L'idée est de se dire que, en tout cas à mon sens, il y a 2 éléments extraordinaires
dans son travail. Le premier, c'est que construire la phase 3 sans la phase 1 ni 2, ça peut paraître un peu fou. C'est-à-dire que tout ça, peut-être, n'arrivera jamais si on n'arrive pas effectivement à aller sur Mars, ou peut-être n'arrivera pas, en tout cas, dans notre propre champ de travail. On risquerait de mourir certainement avant de pouvoir voir cette issue. Ce qui est extraordinaire, en fait, on se rend compte, c'est qu'avec des initiatives comme ça, qui sont poussées au plus haut niveau de la recherche scientifique, on accélère en fait les étapes 1 et 2. C'est-à-dire qu'à se rendre compte que l'on peut effectivement vivre et s'épanouir, s'aimer sur Mars et ne pas seulement survivre pour quelques jours, on accélère une possibilité technologique qui consiste à vouloir partir, qui est donc, notamment, vous devez le savoir pour la plupart d'entre nous, le rêve d'un certain nombre d'entrepreneurs, en particulier d'Elon Musk. Pour revenir sur la logique de partir de Mars, il donne une analogie qui marche, en tout cas qui marque. Puisqu'il explique qu'on a tout intérêt à vouloir faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire, à considérer que la Terre, par exemple, serait notre ordinateur, et qu'on sait qu'il aurait donc craché il y a un certain nombre de milliers d'années avec l'extinction des dinosaures. Vous savez que vous avez toute votre vie dessus, toutes vos photos. La logique voudrait, je pense, en fait, tu voudrais faire quoi ? Là, si on te dit que ton ordinateur va bientôt cracher, qu'est-ce que tu peux faire pour le sauver ? En racheter un. Alors quelqu'un d'autre qui parle. On fait une sauvegarde, exactement. Le but, c'est de faire une sauvegarde. Le but, c'est d'être capable de copier, ou en tout cas d'extraire des éléments de la Terre pour coloniser Mars. Et au cas où on se retrouverait justement dans une situation d'implosion endogène ou d'explosion exogène de notre planète, on pourrait reconstruire, à raison d'1 million de personnes d'ici 15 ans sur Mars, les conditions de notre survie à l'échelle cosmique. Donc voilà plusieurs projets. Et effectivement, cette question d'accélération du futur par la possibilité de créer des étapes qui, aujourd'hui, n'ont pas vraiment de sens. La deuxième chose que je trouve fascinante, c'est en fait la question de l'overview effect dont on avait parlé un petit peu à la séance précédente. C'est dire que s'extraire en fait des conditions actuelles, réelles, dans lesquelles nous travaillons, pour travailler dans un environnement qui est irréel, mais dans lequel nous allons produire des objets concrets, physiques et réels, c'est le meilleur moyen de regarder différemment le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quelque part, et c'est notamment la vision de Buzz Aldrin et de beaucoup d'autres astronautes, qui a été théorisée par Frank White, c'est d'expliquer qu'en partant, on ne regarde qu'en arrière, on ne comprend finalement jamais mieux le monde dans lequel on vit qu'en sortant. Aujourd'hui, ce projet ne fait pas qu'imaginer en fait, des installations en modélisation 3D sur des ordinateurs. Il s'agit de les imprimer en 3D dans le désert de Mojave, à l'est de Los Angeles, pour tester, pour produire aussi les machines qui devront produire les habitats, et aussi pour commencer à s'habituer en quelque sorte à un lifestyle martien. Pour les premiers partants, mais aussi pour sensibiliser à un certain nombre. Il faut savoir qu'un jour martien, donc Sol, a une durée très proche du jour terrestre, environ 24 heures et 39 minutes. Mars a une atmosphère, mais qui est extrêmement ténue, environ 0,7% de l'atmosphère terrestre. Et il y a donc tout un problème, donc, comme vous savez, de radiation solaire, de rayons cosmiques qui est lié à ça. Ensuite, les différences en fait, principales que l'on a avec cette planète concernent la gravité de surface sur Mars qui est seulement de 38% de celle de la Terre, un climat qui est extrêmement capricieux, bien plus froid que sur Terre avec une température moyenne de moins 63 degrés Celsius et des minimales autour de moins 140. Sur Terre, en Antarctique notamment, le maximum, le minimum du coup, de température avoisine les moins 90 degrés. Mais on n'y vit pas beaucoup. Donc. L'autre élément qui est fondamental et qui m'a amené moi, dans mon travail là-bas avec eux, c'était le lien avec la présence d'eau en, fait, en surface sur Mars qui n'est apparemment que transitoire et sous certaines conditions. De mieux comprendre en, fait, en travaillant cette simulation de sol martien dans le désert de Mojave, des techniques que l'on pourrait s'appliquer à nous-mêmes aujourd'hui, sachant qu'il y a en fait un certain nombre de similarités, notamment entre la Californie et Mars, en termes de problèmes d'eau, d'accès à l'eau. Et se forcer à aller dans un contexte où on a trop de problèmes, en fait. Imaginer finalement des problèmes qu'on n'a pas aujourd'hui pousse les chercheurs à trouver des solutions pour des problèmes que l'on n'a pas encore ici, mais qui seront très certainement les nôtres dans les années à venir, notamment en Californie. C'est pour ça qu'on a monté ce programme avec TED à Los Angeles, qui consiste à proposer à tous les habitants de Los Angeles,
encadré par des astrophysiciens et des architectes. Comment est-ce qu'ils souhaiteraient déménager Los Angeles sur Mars ? Puisque la plupart des initiatives concernant ce trajet sont originaires de cette ville, l'idée était de donner la parole, justement, encore une fois, collective et la plus large possible à ses habitants, pour qu'ils puissent eux-mêmes nous dire ce qu'ils voulaient garder, quelque part, de Los Angeles, et aussi se donner le mal de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment sauver sur Terre tant qu'ils y étaient également. Et c'est absolument fascinant, finalement, les workshops que l'on fait là-dessus, de voir l'importance de certains éléments auxquels on ne faisait pas attention tant que ça avant, et l'eau est certainement le meilleur exemple pour faire vite. Permet finalement, en partant, de trouver des solutions ici et aujourd'hui. En conclusion, donc, je dirais qu'il y a, c'est vrai, dans ce que je viens de vous présenter, un tropisme géographique certain aux exemples que j'ai donnés, et c'est dommage. Je suis persuadé effectivement qu'une mentalité moonshot, aussi appelée mentalité X, qui vise des projets qui amélioreraient les choses par 10 au lieu de les améliorer par 10%, ou d'essayer de viser, de poursuivre la courbe exponentielle de la technologie en libérant notre imaginaire, je pense que ce sont des mentalités qui sont aujourd'hui nécessaires à la transformation durable et positive de notre société. Et je pense d'abord que c'est effectivement une question de mentalité, parce qu'avant de changer le monde, il faut certainement changer notre propre manière de voir les choses. Et donc, si on s'applique à nous-mêmes, quelque part, une sorte de version méta du schéma que je proposais, et que l'on définissait comme futur préférable la possibilité même d'imaginer out of the box, comme je disais, de viser la Lune, je pense effectivement que le premier travail consiste à apprendre à prendre des risques, à se tromper, à déculpabiliser l'erreur, à viser l'impossible sans risque. Et il s'agira sans doute de la tâche la plus complexe, comme l'anticipait Gaston Bachelard. Pour citer donc la fin de ce texte, il s'agit alors non pas d'acquérir une culture expérimentale, mais bien de changer de culture expérimentale, de renverser les obstacles déjà amoncelés par la vie quotidienne. Il propose de désapprendre pour mieux apprendre, se défaire des carcans, des certitudes qui, comme l'impossible, sont aussi datées. Parce que la science est elle aussi un tissu d'erreur, il faudrait s'autoriser à errer, à essayer, à se tromper, à viser plus haut, pour risquer seulement d'échouer au milieu des étoiles. C'était pas très... Bon. J'ai hésité. Et voilà, aujourd'hui, il faut savoir que dans le champ de l'éducation, c'est des sujets qui sont développés notamment par le professeur à Stanford, Esther Wojcicki, qui propose en fait d'en revenir dans les enseignements universitaires à une stratégie moonshot à laquelle on est en fait habitué en école primaire, où quand encore plus petit, on nous propose de créer finalement ce que l'on veut, d'être libre de se tromper, puisqu'en fait on ne sait à peu près rien, et qu'on ne culpabilise absolument pas les tentatives. L'idée que finalement, dans l'intuition, quelque part, libre, artistique, qui a le droit justement à l'erreur, puisque l'erreur n'existerait pas, il faudrait essayer d'identifier les éléments qui aujourd'hui nous permettraient de dépasser ce que l'on croit justement impossible. Et c'est une des raisons pour lesquelles justement, ensemble, on a imaginé pour cette année donc un projet très modeste, finalement, de définir un prix pour la meilleure construction de planète. L'idée étant de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à une nouvelle manière de créer, disons-le la plus poétique possible. Bien sûr, il ne s'agit pas de créer un univers économique à part entière pour lequel nous partirions tous à la fin de l'année, mais pourquoi pas. L'idée pendant 6 mois, donc, en restant sur le carcan de gauche du schéma, sera d'imaginer des futurs possibles, utopiques, dystopiques aussi, pour essayer de comprendre comment, dans la seconde partie de l'année, en construisant un échantillon, un point de vue de cette planète sur la nôtre, on peut changer les choses aujourd'hui. Voilà, moi c'est tout pour mon intervention. Je sais que ce qui était vraiment fascinant dans la construction de ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 3 points de vue justement en fonction de nos spécialisations, de nos histoires et expériences assez différents. Et je pense que c'est ce qui est extraordinairement fondamental, et effectivement avoir compris notamment par le futurisme, par les erreurs et les dérives d'un mouvement d'avant-garde comme le futurisme italien, peut emmener à une sorte de répétition de l'histoire, quelque chose d'extrêmement important à voir, c'est vrai. Quand on regarde notamment que le premier média en ligne de vidéo sur les questions de technologie exponentielle s'appelle Futurism, il y a quand même des choses qui, c'est vrai, voilà, rappellent tout ça. Il est vrai de l'autre côté que j'ai tendance à penser que
ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas tant une concentration sur le futur qu'une nouvelle manière d'appréhender le présent et faire traverser notre présent des futurs possibles. C'est finalement la meilleure manière de se concentrer sur aujourd'hui, là où le futurisme, je crois, cherchait seulement à effectivement tout brûler sur son passage, à ne pas prendre compte de l'héritage du passé, à ne pas chercher même à comprendre le présent et à le nier, pour entrer dans une course folle qui était restée son but. Je crois que ce qui réunit la plupart de projets comme cela, c'est la conviction extrême que l'on vit une époque entre deux mondes, entre deux villes, on le disait un petit peu la dernière fois, entre une usine et un château, et qu'il s'agira, puisqu'on nous donne la possibilité d'imaginer librement et de réaliser très certainement notre imaginaire de façon beaucoup plus directe et rapide que les générations précédentes, il s'agira de choisir quelque part l'orientation qu'on veut donner à ces productions. Voilà, c'est pour ça que je le rapprochais plus de réalisme magique, mais je serais heureux d'en parler plus tard. Voilà. Merci beaucoup.